Bonjour à tous. Il y a quelques mois, j'ai eu accès au compte Netflix d'une connaissance et j'en ai profité pour visionner plusieurs productions originales. À chaque fois, j'ai été heurtée par le caractère idéologique de toutes les séries qui sont réalisées par la plateforme. Des falsifications historiques, des séries ou des films dans lesquels les hommes incarnent la caricature de la masculinité toxique, entre guillemets, des pères absents ou totalement ridiculisés lorsqu'ils sont présents, tout comme les personnages catholiques d'ailleurs, ou alors des adolescents qui boivent à se rendre malades et qui font des partous comme si c'était la chose la plus naturelle du monde à leur âge. Tous ces contenus m'ont fait l'effet de n'avoir qu'un unique but, nous faire un lavage de cerveau. Netflix compte 203,7 millions d'abonnés. Ce chiffre a explosé depuis les confinements successifs puisque les gens, enfermés chez eux, passent de plus en plus de temps devant leurs écrans. Lorsque ça prend une telle ampleur, à mon sens, il est impossible de nier la responsabilité morale et culturelle que Netflix a acquis par son influence sur la société occidentale. Et ces derniers jours, je me suis intéressée aux programmes qui sont diffusés à l'attention des enfants. Et j'ai été horrifiée de constater les différences entre les dessins animés d'aujourd'hui et ceux d'il y a 20 ans. Toutes les idéologies, toute l'influence des lobbies qui sont instillés pour le regard et l'esprit des plus jeunes. Avant de continuer cette vidéo, sachez que vous pouvez désormais me rejoindre sur Patreon où je partage plus de contenu avec vous chaque semaine, comme des billets de blog, mes projets en avant-première ou des photographies. Merci à tous ceux qui soutiennent mon travail, vous me permettez de vous offrir ces vidéos pour faire entendre notre voix à de plus en plus de personnes. Je vais vous montrer le résultat de mes recherches, mais avant j'aimerais vous présenter très rapidement cette entreprise. Reed Hastings et Mark Randolph sont les deux fondateurs de Netflix depuis 1998. Le père de Reed Hastings était un avocat qui travaillait sous la présidence de Nixon dans les années 1950 au département du bien-être, de la santé et de l'éducation. À 30 ans, il s'inscrit à la Stanford Graduate School of Education dans la politique intérieure et particulièrement axée sur la diversité et le féminisme. Durant quelques années, Hastings préside également le bureau de l'éducation californien qui gère toutes les écoles de la région. Quant à Mark Randolph, il est issu d'une famille juive new-yorkaise et son arrière-grand-père n'est autre que le fameux psychanalyste Sigmund Freud. Après avoir fondé plusieurs startups, les deux amis s'allient avec l'intention de s'inspirer d'Amazon qui vendait des livres en ligne depuis 1994 pour reprendre le même modèle de business, à savoir proposer des films et prendre la relève des vidéoclubs. Chez Netflix, le service de streaming apparaît en 2010 lui permettant de toucher le monde entier. Et depuis 2017, de très gros investisseurs sont aussi venus prendre leur part du gâteau. Parmi elles, le Vanguard Group, BlackRock et The Slate Street, une triade aussi surnommée les Big Three. Ce sont les trois plus gros gérants de fonds américains qui détiennent plus de 15 milliards d'actifs. Ils figurent aussi parmi les premiers actionnaires des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, et ils captent l'essentiel de l'épargne américaine. Or, depuis longtemps, de nombreux chercheurs ont travaillé et essaient d'alerter l'opinion publique sur les dangers d'une consommation excessive d'écran, c'est-à-dire plus de 2 ou 3 heures par jour. En 2011, un chercheur en neurosciences cognitives, Michel Desmurguet, a publié un ouvrage qui s'appelle TV Lobotomie pour alerter des conséquences de cette consommation excessive d'écran, notamment chez les jeunes enfants. Les études ont montré qu'une exposition prolongée provoque un épaississement des zones préfrontales du cerveau. Or, leur amincissement est corrélé à l'intelligence. En 2020, des chercheurs américains découvrent par IRM que le cerveau des tout-petits se développe plus rapidement chez ceux à qui l'on raconte souvent des histoires, contrairement à celui de ceux qui passent beaucoup de temps devant les écrans. On constate de plus en plus de difficultés scolaires chez les jeunes malgré la baisse du niveau, ils ont du mal à exprimer leurs idées, à avoir un vocabulaire étendu, et leurs facultés de lecture ou d'écriture sont catastrophiques. En 1951, un psychologue belge nommé Henri de Man avait publié un excellent ouvrage qui s'intitulait L'ère de masse ou le déclin de la civilisation, dans lequel il analysait les conséquences de l'industrialisation et de la standardisation de notre société. Il y explique notamment que notre vie psychique est intimement liée à l'écoulement du temps. Or, la réduction des distances et le fait de se retrouver assailli d'actualités en temps réel, de stimulation émotionnelle, de distraction et autres divertissements en si grande quantité excèdent les capacités naturelles de la conscience pour traiter efficacement autant d'informations. En conséquence, nos réflexions deviennent plus superficielles. Il démontre aussi que cette ère, vouée à l'instantanéité, change profondément nos comportements et notre capacité à appréhender le réel. Le fait de survivre, entre guillemets, dans une journée, plus d'heures plongées dans un écran, dans une fiction, plutôt que d'être actif dans sa vie quotidienne et dans la réalité, vous laisse imaginer l'influence que tous ces programmes peuvent avoir, à la fois sur notre santé mentale, mais aussi sur nos croyances.
D'après un sondage OpinionWay, une série a déjà influencé la vie de 71% des jeunes de 18 à 30 ans. Ils seraient 74% à regarder des séries tous les jours ou presque. 38% des personnes interrogées reconnaissent avoir changé d'opinion sur un sujet après avoir maté un show. Je voudrais aussi préciser qu'en 2011, Michel Desmurguet avait étudié dans son livre la fréquence des images violentes ou sexuelles qui apparaissaient dans les programmes dits tout public. Il y en avait 5 par heure dans 70% de ces programmes. Autant vous dire que les choses se sont très loin d'être améliorées. Nous voici dans la section Enfants ou Kids de Netflix, avec la mention Original qui répertorie les productions maison. De manière évidente, les filles et les adolescentes y sont mises en avant. Une section est même spécialement consacrée au girl power. Elles sont populaires dans des écoles de danse, les princesses manient l'épée comme des chevaliers ou des super-héroïnes sauvent la terre. Le style et les couleurs restent apparemment très conformes à l'univers féminin stéréotypé. Et soit dit en passant, je trouve très positif le fait de proposer des modèles valorisants qui inspirent de suivre ses rêves ou d'avoir une plus grande confiance en soi pour les filles. Mais le contenu de ces programmes s'inscrit subtilement dans une ligne féministe. Pourquoi mettre seulement en avant les filles? Pourquoi les survaloriser? Alors que c'est déjà le cas dans les médias ou dans le système éducatif. Et lorsque l'on parle des garçons, pourquoi n'accentuer que sur leurs défauts ou les difficultés qu'ils posent par leur indiscipline par exemple? En fait, cette nouvelle perspective, elle a un nom, elle est directement rattachée à la cause féministe des années 1970. Elle se nomme en anglais l'empowerment, une notion qui n'a pas vraiment d'équivalent en français, mais que l'on pourrait traduire en québécois par le mot d'autonomisation. Dans les années 1970, le mot se popularise rapidement. En substance, il s'agit d'une vision philosophique qui donne la priorité au point de vue des opprimés afin que ces derniers puissent s'exprimer, mais aussi acquérir le pouvoir de surmonter la domination dont ils font l'objet. L'objectif est donc de déconstruire ce qui est appelé dans cette idéologie les stéréotypes de genre ou les soi-disant rôles traditionnels associés aux filles. Soit, mais le dessin animé She-Ra et les princesses du pouvoir va encore plus loin qu'une simple inversion de rôle. Il a été nominé par le GLAAD, l'Alliance lesbienne contre la diffamation américaine, en raison de son engagement à... You love me. You're such an idiot. I love you too. Depuis 3 ou 4 ans, le nombre de programmes destinés aux enfants pour soi-disant les ouvrir au monde LGBT n'a cessé d'augmenter. C'est une profusion dont les médias se réjouissent. D'après Tracy Edwin, qui est professeure en matière de développement des enfants et des adolescents au California State University, la multiplication des personnages LGBT dans les dessins animés ou les jouets aiderait les enfants à façonner leurs croyances et leur vision de la normalité. Et les premiers effets se mesurent aujourd'hui. Par exemple, rappelez-vous de Sacha, ce petit garçon de 8 ans qui souhaite changer de sexe pour devenir une fille, avec le soutien de sa mère et de toute sa famille, qui a été invité à parler de ses sentiments et de sa dysphorie de genre sur le plateau de Quotidien. Le média The Spectator pose une question fondamentale. Qu'est-ce qui explique le fait que de plus en plus d'enfants présentent une telle dysphorie de genre? À mon sens, c'est évident, c'est la multiplication de ce type de modèle dans les médias ou dans les programmes de divertissement. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que les lobbies insistent sur la nécessité de diffuser de tels modèles parce qu'ils savent que c'est efficace. Et contrairement à ce qu'on peut croire, dans ce monde-là, le monde de Netflix, il n'y a aucune liberté de penser, puisque toutes les productions nous proposent la même vision du monde et la même idéologie. Au point d'ailleurs qu'on finit par s'y habituer et elle passe soit inaperçue, soit elle nous paraît tout simplement neutre, c'est-à-dire entre guillemets normale. L'une des séries pionnières en matière de révolution féministe aurait été Desperate Housewives en 2004. Les hommes de la série n'ont aucun mal à devenir des hommes au foyer, à s'occuper des enfants et à faire l'objet d'humiliations sévères de la part de leurs femmes. Remarquez aussi à quel point l'image du père est complètement dégradée dans les séries et dans les films de nos jours. Quand il n'est pas absent, il est souvent tourné en dérision, il est dépourvu de toute autorité, il est maladroit, il est ridiculisé. Croyez-vous que ce type de représentation n'a pas son rôle à jouer pour préparer l'opinion publique à accepter par exemple des réformes comme la GPA ou la PMA pour toutes? Orange is the New Black est l'une des séries les plus connues pour son, entre guillemets, esprit d'inclusion. Dans un pénitencier américain, on suit le destin de plusieurs héroïnes, dont la majorité d'entre elles sont lesbiennes ou d'origine immigrée. Cette série est particulièrement bien réalisée en raison de la profondeur de ses personnages, qui possèdent un univers, une histoire et un caractère unique. Mais si ces personnages incarnent avec justesse l'univers multiculturel et les conditions de vie dans les prisons américaines, la trame fictive sert surtout de support pour militer en faveur de certaines causes. L'objectif est de susciter l'empathie ou l'attachement, et ça marche.
L'émotion est toujours introduite de la même manière. Les spectateurs s'attachent au personnage, celui-ci est alors victime d'un destin tragique. C'est un écho direct à l'actualité. Ayúdame. Mis hijitos están al otro lado. Tengo que llegar. Entiendo, pero yo tengo que sacar a toda esta gente del desierto. America, America, we're all America. L'émotion, c'est le plus puissant levier pour influencer l'opinion publique. Et de nos jours, tout est basé sur ce mécanisme. Nous vivons dans une société qui exalte l'émotion au profit de la raison. C'est même d'ailleurs devenu le fondement des discours politiques. Alors imaginez combien des séries adorées par des millions de fans auront tellement plus d'impact, par exemple, sur les résultats des votes, que des discours rationnels pour expliquer en quoi l'immigration de masse n'est pas bénéfique pour le bien commun et que l'on ne peut pas se préoccuper, aussi tragique soit-elle, de l'histoire individuelle et peut-être certes très émouvante de chaque réfugié. On ne peut pas faire de la politique à partir d'émotions individuelles, à partir de cas particuliers. Dans la catégorie féminisme, j'ai visionné la dernière production Netflix, Moxie, qui s'adresse aux adolescentes. Viviane, 16 ans, est élevée par sa mère, militante féministe, dans les années 1970. Just trying to help. Yeah, I know how to pack my own suitcase. I can pack my own grocery bag. Yeah, I remember you. Sa prise de conscience surgit face aux brimades dont ses amis sont victimes de la part des hommes blancs. Le film suggère aux adolescentes d'utiliser les réseaux sociaux pour s'informer et militer. Les lycéennes organisent alors un groupe de lutte contre le sexisme. We're here to celebrate the end of the mediocre white dude's chokehold on success. Le combat ne porte pas ses fruits. Plus puissante, l'institution patriarcale reste discriminante. C'est un véritable outil éducatif pour les féministes, parce que, a priori, à première vue, ce film apparaît comme ce qu'on appelle un innocent teen movie, c'est-à-dire ce type de film humoristique, ou en tout cas léger, qui parle des problèmes des adolescents. Il traite aussi de thèmes classiques comme l'amitié, le lycée ou les romances. La masculinité toxique, le père démissionnaire, le caissier qui propose son aide à la mère féministe, qui fait ce que l'on appellerait dans ce langage, entre guillemets, du mansplaining peut-être, le petit ami qui reproche à Viviane, l'héroïne du film, de se mettre en colère face aux injustices qu'elle voit sans pouvoir agir dessus. Bref, tous les clichés sont là. Une autre des séries les plus populaires de Netflix, une production originale, est une adaptation de roman. Outlanders propose une vision féministe de la sexualité. L'héroïne, Claire Fraser, une infirmière durant la Seconde Guerre mondiale, se retrouve projetée dans l'Écosse du XVIIIe siècle. On y retrouve pêle-mêle tous les ingrédients. Critique du patriarcat, de la culture du viol, falsification historique, des clichés particulièrement grotesques dénigrent la monarchie, Only in France does a king need an audience to shite. ou l'Église catholique, constamment dépeinte comme superstitieuse et arriérée. I am the Lord's disciple. You are not ordained to drive away the demon. En 1970, l'écrivain Georges Bernanos lançait un appel aux Français contre, je cite, « la machine à bourrer les crânes, à liquéfier les cerveaux » dans son essai « La France contre les robots ». Récemment, Disney a interdit ses vieux classiques comme les Aristochats, Aladdin, Dumbo ou Peter Pan aux enfants, comme si ces dessins animés produiraient une génération raciste. En revanche, She-Ra et les princesses du pouvoir sont considérés comme bienveillants, bénéfiques et probablement très progressistes. À mon sens, l'un des meilleurs antidotes contre ce lavage de cerveau, d'une part, c'est de se couper autant que l'on le peut des écrans, de bien sélectionner ses programmes, d'être extrêmement vigilant par rapport à ce que nos enfants regardent et de les protéger, de faire en sorte qu'il n'ait pas d'écran entre les mains, avant l'adolescence au moins, parce que de plus en plus d'enfants se retrouvent avec des téléphones portables ou des tablettes, au plus jeune âge, même des 2 ans, ce qui provoque des problèmes d'addiction, voire d'autisme. C'est de revenir aussi à la lecture, qui stimule notre cerveau, qui stimule donc notre esprit critique, notre vocabulaire, et par là aussi notre capacité à articuler une réflexion, à ne pas se soumettre au langage du pouvoir. Et pour aller plus loin dans ce sujet, je vous invite à me rejoindre sur ma page Patreon ou sur Tipeee, où je publie des articles, des notes de lecture,
des billets de blog, des réflexions ou l'annonce de mes projets en avant-première. Ça me permet de partager plus de contenu avec vous, notamment du contenu écrit puisque l'écriture est ma première passion et en échange, vous soutenez mon travail sur YouTube. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la autour de vous au maximum pour diffuser ces informations. On se retrouve mardi prochain à 18h30 pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.